Peut-être au cours d'une randonnée en Dordogne, vous est-il arrivé de traverser cette petite ville. C'est Montignac-sur-Vézère, dont le nom allait du jour au lendemain être connu de tous les savants du monde entier. Voici comment. À l'école communale de Montignac, les élèves ne sont ni moins ni plus attentifs que dans les 30 000 autres écoles communales de France. Écoutons un instant ce que leur apprend ce jour-là le maître d'école. À l'âge de pierre, l'homme vivait de chasse et de pêche. On retrouve encore aujourd'hui, exécutées avec beaucoup d'adresse, des peintures représentant les animaux vivant à cette époque lointaine et aujourd'hui disparus, bisons, aurochs, mammouths, que chassait l'homme des cavernes. Vous, là-bas, qu'est-ce que je viens de dire? L'homme des cavernes? Vous me copierez 50 fois, je ne connais rien à l'histoire de l'homme des cavernes. Il est dur de passer l'après-midi du jeudi à copier 50 fois « Je ne connais rien à l'histoire de l'homme des cavernes ». Avouez, chers spectateurs, que si l'on vous avait demandé ce que vous savez sur la vie des hommes à l'époque aurignacienne, par exemple, vous ne seriez pas ici ce soir, mais en train de copier des lignes. Aussi, soyons indulgents pour ce jeune garnement qui abandonne son pinsomme pour courir à travers bois avec ses camarades. Ces deux-là, qui ne s'arrêtent même pas pour manger des mûres, doivent avoir une sérieuse idée en tête. Quoi de plus merveilleux qu'une grotte à explorer? Avec un peu d'imagination, cela peut très bien être la caverne d'Ali Baba et des 40 voleurs. L'aventure paraît intéressante. Qui sait, il y a peut-être un fabuleux trésor à découvrir. Courons vite chercher de la lumière. N'est-ce pas une hallucination? Sous les yeux émerveillés des enfants, apparaît sur la pierre le dessin d'un curieux animal. N'est-ce pas là le bison dont le maître d'école parlait hier? Si les enfants ne trouvèrent pas le trésor qu'ils cherchaient, ils venaient par contre de découvrir ce que les savants allaient par la suite reconnaître comme la grotte préhistorique la plus belle et la mieux conservée du monde. Le maître d'école a peine à croire à une semblable trouvaille. Le mieux est d'aller se rendre compte par soi-même.
Souvenons-nous de ce que disait à ses élèves le maître d'école. À l'âge de pierre, l'homme vivait de chasse et de pêche. On retrouve encore aujourd'hui, exécutées avec beaucoup d'adresse, les peintures des animaux que chassait l'homme des cavernes. Les savants discutent encore aujourd'hui sur la date à laquelle l'homme est apparu sur la Terre, probablement au début de l'époque quaternaire, il y a quelques 100 000 ans. Quelques centaines de siècles plus tard, l'homme a affirmé sa supériorité sur l'ensemble des animaux. Il dispute aux lions et à l'ours des cavernes les abris naturels qui lui permettront de supporter le climat encore très rude de ces époques. Les falaises calcaires de la vallée de la Dordogne et de la Vézère, riches en grottes naturelles, offraient aux hommes de nombreux abris. C'est ce qui explique que l'on y trouve d'importants vestiges de l'âge de la pierre taillée. C'est à l'époque que les préhistoriens appellent aurignacienne et que l'on situe à environ 25 000 ans que le sens de l'art naquit chez l'homme. C'est à la suite d'un éboulement accidentel du couloir d'entrée que cette grotte s'est trouvée obturée et par conséquent inaccessible. D'autres conditions exceptionnelles, telles que la sécheresse des parois et l'absence de circulation d'air, permirent aux peintures qu'elles renferment d'être conservées à travers les millénaires dans un parfait état de fraîcheur. On admet que les hommes n'habitaient pas les salles complètement obscures de ces grottes profondes, et c'est sans doute beaucoup moins pour orner une demeure que pour sacrifier à des rites magiques qu'ils figuraient les animaux dont la capture était nécessaire à leur existence. Le chasseur, après s'être adressé au sorcier pour représenter l'animal qu'il veut tuer, le fait percer de flèches. Dans son esprit, grâce à cet envoûtement, ses propres flèches seront meurtrières et la chasse sera fructueuse. C'est là une nécessité absolue pour lui et les siens, qui n'ont pour subsister que des fruits sauvages et le gibier qu'il tue. L'animal domestique qui nous paraît aujourd'hui chose tout à fait naturelle n'existe pas encore. Cette vache sauvage et dont les pieds n'apparaissent pas ne ressemble que de fort loin à nos plantureuses vaches laitières. Ces sortes de blasons sont pour certains savants la représentation d'alliances de famille ou de tribus. Pour d'autres, l'image simplifiée de champs cultivés, ce qui situerait les débuts de la culture à cette époque. Si ces peintures eurent pour principal but des scènes de magie et des pratiques d'envoûtement, comment ne pas être étonné à la vue de ces admirables ensembles décoratifs? La sûreté du trait est d'autant plus surprenante que les moyens employés étaient forcément très primitifs. L'artiste n'avait pour s'éclairer que la lueur d'une mèche trempée dans la graisse animale. Il faut donc admettre que l'acuité visuelle de l'homme à cette époque était très supérieure à la nôtre. Avec une si faible lumière, nous ne pourrions apercevoir que des petits fragments de ces ensembles vastes. Cette vache est manifestement représentée dans un mouvement de chute. C'est qu'elle vient d'être prise au piège que cette grille représente. Il s'agissait sans doute de fosses recouvertes de branchages, procédé encore pratiqué de nos jours. C'est au piège également que le chasseur espère prendre ses chevaux sauvages, ainsi que ce bouquetin, animal dont quelques rares individus vivent encore aujourd'hui sur les sommets difficilement accessibles de hautes montagnes. Un tout autre procédé de chasse consistait à poursuivre les animaux afin de les amener au bord des hautes falaises. Pris de panique, ils se précipitaient d'eux-mêmes dans le vide. Les dizaines de milliers d'ossements d'animaux trouvés au pied d'escarpements rocheux avaient déjà fait supposer l'existence de cette forme de chasse. La découverte de ces peintures en apporte aujourd'hui la preuve. Toutes les parois de la grotte, et même la voûte, sont aussi recouvertes de très nombreux dessins d'animaux. Il est à remarquer que c'est toujours dans le mouvement qu'ils sont représentés, tels que les chasseurs les surprenaient. On peut en conclure que le sens de l'observation était très développé chez l'homme à cette époque, puisqu'il pouvait, de mémoire, retracer avec tant de perfection des scènes furtivement entrevues. Ces petits chevaux ne semblent-ils pas traverser une clairière? Le procédé employé ici est étonnant. Il s'agit en quelque sorte d'une véritable peinture au pistolet, que nous considérons aujourd'hui comme très moderne. Le mélange coloré était introduit dans un tube, os creux ou roseau, et soufflé sur la roche. Ce procédé donnait ainsi des contours flous, sans que pour cela, l'harmonie des proportions en soit moins parfaite. Les dessins sont parfois si nombreux qu'en certains endroits, ils s'enchevêtrent et se superposent.
Cet étrange animal, au corps de bovidé, à la tête inconnue, n'a jamais existé. Beau sujet de discussion pour les savants préhistoriens. C'est toute une histoire que nous voyons ici, qui nous révèle un drame. Le chasseur est parti à la recherche du gibier. Il est à noter qu'il est représenté avec une tête d'oiseau, sans doute pour que les envoûtements que l'on peut pratiquer sur le dessin n'aient pas de prise sur lui. Il rencontre le terrible bison qu'il perce de sa flèche. Les tripes de l'animal pendent lamentablement, mais le bison n'est pas mort. Il fonce sur son adversaire, le terrasse d'un terrible coup de corne et le tue. Et, sous le totem funéraire que représente cet oiseau, dort depuis 25 000 ans un de nos ancêtres dont la civilisation se perd dans la nuit des temps.